Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Gilles Legendre, l'ancien président du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, est accusé de harcèlement. Encore un. Connaissez-vous un LAREM qui ne soit pas accusé par la justice, mis en examen? Ah, je parle pas du menu fretin, non, je parle des lieutenants d'Emmanuel Macron, son premier cercle. Ils sont tous touchés par des affaires judiciaires. Alors la question que l'on peut se poser, c'est sur quels critères Macron les a-t-il recrutés et pourquoi? Alors, avant de répondre à cette question, eh bien, on va s'intéresser au cas Gilles Legendre, qui est très emblématique de la Macronie. Gilles Legendre, c'est donc l'ancien président du groupe LAREM de l'Assemblée nationale, élu du 7e arrondissement, bien confortablement contre Rachida Dati en 2017. Alors, ce Gilles Legendre est issu d'une famille de la haute bourgeoisie, il fait des études tout à fait convenables, il sort de l'IEP, une école de journalisme, et c'est naturellement que l'on le retrouve dans les rédactions parisiennes. Il commence sa carrière à Europe 1, puis il gravit les échelons, on le trouve rédacteur de nombreuses rédactions, notamment au Nouvel Économiste, à Marianne et à Challenge. Ah oui, Challenge. C'est un nid de frelons macronistes, hein. Ce sont des gens qui confondent leur métier de journaliste avec celui d'attaché de presse d'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve ce sinistre personnage de Roger Petit, qui pendant la campagne électorale de 2017 écrivait des articles dithyrambiques dans Challenge sur Emmanuel Macron et qui, à peine Macron élu, est propulsé porte-parole de l'Élysée. Porte-parole éphémère parce qu'il était tellement mauvais qu'il a été remplacé par quelqu'un encore pire que lui, Sibeth Ndiaye. Voilà, bon, s'il y avait que ces deux éléments, c'est Gilles Legendre et Roger Petit, on pourrait se dire, bon, bah, c'est deux cas isolés. Non, non, ils sont tous comme ça et j'en veux encore pour preuve un journaliste que je méprise profondément, Maurice Safran, c'est la mauvaise foi incarnée, c'est celui qui n'a jamais lu la charte de Munich, hein, qui raconte vraiment n'importe quoi. Et je me souviens un jour qu'il avait été mis en difficulté par Nicolas Dupont-Aignan. Il avait quand même osé révéler le montant d'imposition de Nicolas Dupont-Aignan en expliquant que, puisque c'était ainsi, lui aussi, il avait le droit de donner des coups au-dessous de la ceinture. Non, monsieur Maurice Safran, la charte de Munich vous en interdit. Vous n'êtes pas professionnel. Bon, enfin, on s'en doute un petit peu. Donc, Gilles Legendre est issu de cette corporation de journalistes qui soutient Emmanuel Macron. Alors, pour récompenser, donc, il a eu ce poste dans le 7e arrondissement, et comme il est en campagne électorale, eh bien, il est face à un adversaire dans sa circonscription qu'il a battu en 2017, Rachida Dati. Et Rachida, on ne sait pas, un modèle de vertu et encore moins un modèle d'honnêteté, accuse son adversaire d'harcèlement sexuel. Alors, c'est évidemment une boule puante en pleine campagne électorale, mais voilà, c'est qu'il y a un témoignage, hein, d'une jeune attachée à l'Assemblée nationale. Alors, je pense que Rachida Dati, ce qu'elle veut, c'est ranimer certains souvenirs. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire parce que je pense que cette affaire est un petit peu oubliée. En effet, en février 2020, alors qu'il est interrogé à la radio par un auditeur, qui lui pose la question Monsieur Gilles Legendre, êtes-vous au courant des affaires de harcèlement sexuel à l'Assemblée nationale? Gilles Legendre répond Je n'ai pas eu connaissance de cas précis suspects. Oh là 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 là, grosse maladresse, grosse maladresse. Parce que, en même moment, la justice enquêtait sur quelqu'un dont je vous ai parlé lorsque j'ai présenté les nombreux députés LAREM poursuivis par la justice, c'est quelqu'un qui a été condamné d'ailleurs, qui se nomme Stéphane Trompille. Voilà, donc il était tout à fait au courant, et puis il y avait d'autres députés qui étaient poursuivis, mais il y avait quelque chose de pire, c'est que en tant que président d'un groupe à l'Assemblée nationale, il était au courant qu'il y avait une enquête interne à l'Assemblée nationale et qu'il y avait de très nombreux attachés de députés, notamment des femmes, qui se plaignaient justement de harcèlement sexuel. Alors, le cas a été cité en mars 2019, donc un an avant 2020. Un tiers des attachés parlementaires avaient été victimes de harcèlement sexuel. Donc, Gilles Legendre ment en direct. Alors, comme il est pris les deux doigts dans la confiture, vous connaissez les macronistes, hein, quand ils sont comme ça coincés, ils arrivent à avoir des défenses un peu étonnantes. Eh bien, Gilles Legendre
nous joue la défense, caissière de mammouth du sketch des inconnus. Vous pouvez répéter la question? En fait, il n'avait pas compris la question. Il croyait qu'on lui parlait des nouveaux cas et pas des anciens cas. Bref, il prend les auditeurs, les lecteurs des journaux pour des imbéciles. Mais ce n'est pas tout. Gilles Legendre a d'autres affaires et c'est toujours cette collusion entre ceux qui ont été journalistes, donc qui se sont trouvés attachés de presse en quelque sorte d'Emmanuel Macron, mais qui ont aussi un pied dans le privé, notamment dans l'industrie. En effet, on a appris que Gilles Legendre avait un cabinet conseil, mais qui s'était retrouvé à la présidence de la commission de surveillance de la Caisse et dépôts et des consignations, alors qu'il avait un poste de député. La haute autorité de la transparence l'a en quelque sorte obligé de démissionner. Mais il y a eu pire, une affaire qui avait fait grand bruit et qui l'avait mise à mal, mais vous savez bien que comme il était journaliste, il a été protégé, bien sûr. C'est l'histoire de son épouse qui a été nommée à la communication La Française des Jeux, alors que le gouvernement venait de voter une loi sur sa privatisation. Et on n'a pas du tout aimé ce mélange des genres. Comment se fait-il que la femme d'un membre important de l'AREM ait pu obtenir un tel poste? Un mélange des genres qui a véritablement provoqué un tollé, mais c'est passé bien sûr. Crème, pour reprendre l'expression à la mode et un peu vulgaire, je n'aime pas beaucoup, mais enfin je vais la donner aujourd'hui. Tout simplement parce que là encore, Gilles Legendre, il est protégé par la caste journalistique. Alors, toutes ces affaires s'enchaînent et on voit bien qu'on a des gens qui ont des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas être journaliste et ensuite être homme politique. Vous ne pouvez pas être homme politique et avoir des pieds dans le privé. Voilà, tout cela est mélangé. Vous avez des intérêts et en plus, on a des hommes qui n'hésitent pas à harceler sexuellement leurs collaboratrices. Bref, on se pose encore cette question, mais sur quels critères Macron choisit-il ses collaborateurs? Alors, la première thèse, vous la connaissez, je l'avais déjà développée puisqu'elle nous est donnée par Davé l'homme dans Le Traître et le Néant. Macron s'entoure de tocards. Il s'entoure de tocards pour une raison simple, c'est que s'il prenait des gens de talent, il aurait peur justement d'être trahi à son tour. Vous savez bien que Macron a trahi tous les gens qui l'ont aidé. Ça va d'Henri Herman, Joyer, Hollande, il les a tous trahis. Et donc il se dit, s'il y a un type un peu talentueux, il va me trahir à son tour. Voilà. Et on se souvient qu'en effet, que Édouard Philippe, qui n'était pas non plus une lumière, est entré rapidement en rivalité avec Emmanuel Macron. C'est dire le peu de lumière de gens talentueux dans ce gouvernement. Et puis Davé et l'homme explique aussi que pour suivre Emmanuel Macron, qui justement a trahi, il ne faut pas avoir une très grande moralité. Donc Macron a récolté évidemment les fonds de tiroir de la politique. Après, il y a la thèse que vous m'avez rappelée, je pense, avec beaucoup de justesse, c'est qu'à partir du moment où des hommes ont des affaires, aux fesses sans faire de mauvais jeu de mots, eh bien ils sont tenus en laisse. Macron peut les contrôler grâce à la justice. Je pense qu'en effet, c'est une thèse qu'il faut prendre en compte et que Mitterrand avait beaucoup utilisée et qu'il avait, comment dirais-je, confessé d'ailleurs. Bon, on pourrait d'ailleurs, je vois sur mes notes, je pense à Bob Ménard par exemple, qui était dans le camp national, et puis le jour où il a eu une affaire de justice, il a trouvé, soudainement, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour Emmanuel Macron. C'était soudain. Et aujourd'hui, on le voit ramper pour obtenir un ministère. Sachez qu'après les élections législatives, il y aura certainement un remaniement, et il y a donc des gens qui vont encore jouer les courtisans pour obtenir un poste. Mais je pense que le véritable critère de recrutement, c'est Sibeth Ndiaye qui nous l'a donné. Souvenez-vous, Sibeth Ndiaye, c'était l'ancienne porte-parole gaffeuse, maladroite d'Emmanuel Macron. En effet, un jour, elle a déclaré qu'elle était prête à mentir pour sauver le président. Voilà. Or, on a su par de nombreux indiscrets que c'était un critère de recrutement. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que les gens soient prêts au mensonge, à la manipulation pour entrer dans le gouvernement. Et comme, évidemment, c'était des gens qui n'étaient pas des anges de vertu, ils ont accepté. Alors, cette thèse, elle peut paraître, un peu outrancière, mais déjà Sibeth Ndiaye nous l'a dit, mais regardons un peu les faits, regardons la façon de communiquer du gouvernement et constatons que ces membres n'ont aucune déontologie politique, aucune morale, aucune valeur. Vous avez remarqué en effet que lorsqu'un ministre, ou Macron lui-même, est mis en difficulté,
qui est accusé de quelque chose pour un fait d'incompétence, une manipulation, un forfait, la première chose, c'est qu'il refuse d'endosser cette responsabilité. Il va d'abord minimiser le fait, voire carrément le dénier, hein, c'est le fameux le déni, on refuse d'accepter la vérité. Et puis, on va essayer de détourner le regard du téléspectateur en montrant une autre personne qui serait responsable de cette incompétence. C'est ce qu'on appelle la technique du bouc émissaire. Et à partir du moment où ils sont arrivés à désigner ce bouc émissaire, ils vont le charger de tous les forfaits. Alors, quand je vous dis cela, vous allez me dire, mais ah oui, ça correspond à de très très nombreux cas. Eh bien, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'hôpital en faillite. Vous savez que c'est la politique de Macron et puis de Marisol Touraine. Donc Macron était déjà ministre de l'économie en 2014. Hein, c'est cette loi de 3 milliards d'économies, fermeture de lits, désorganisation, les soignants se sont démobilisés, beaucoup ont démissionné. Il y a des problèmes de recrutement parce que les salaires ne sont pas suffisamment hauts, parce que justement, ils essaient de faire des économies même sur les grilles salariales. Bref, l'hôpital est en faillite, l'hôpital est en ruine. Eh bien, plutôt que d'accepter, d'endosser cette responsabilité, ils vont trouver des boucs émissaires. Alors la première chose, c'est que d'abord, ils vont dire non, non, on a mis beaucoup d'argent, c'est le fameux Ségur de la santé, mais qui est une vaste fumisterie. Puis après, ils vont détourner votre regard en disant ceux qui créent des embouteillages dans les urgences ou dans les services de réanimation, ce sont les non-vaccinés. Chose qui est là encore un mensonge, puisque le rapport de la ATIH montre que ça n'a rien à voir avec les non-vaccinés. Donc à partir du moment où ils ont désigné un bouc émissaire, ils vont demander à tous les sbires, journalistes ou médecins de tirer à vue sur ces non-vaccinés. On se souvient d'ailleurs de Martin Hirsch, celui qui est en ce moment en train de pleurer parce qu'il manque 1500 personnes, 1500 soignants dans les hôpitaux de Paris et qu'il est obligé de fermer des services. On se souvient qu'au mois de janvier, il a accusé les non-vaccinés d'être la cause de tous les maux et qu'à ce titre, ils pensaient qu'il ne fallait plus les soigner. Ils avaient même d'ailleurs demandé un sondage à ce titre. Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas soigner les non-vaccinés? Ils avaient demandé cela, mais comme les Français massivement avaient dit non, eh bien, ils ont reculé. Voilà comment les choses se passent en Macronie. Donc on a compris, hein, on refuse d'endosser la responsabilité, on ment, c'est le déni, et on trouve un bouc émissaire que l'on accuse. C'est ce système qui est employé systématiquement. Or, dans un monde normal, il y aurait des journalistes pour dénoncer ce fait et dire mais non, c'est un scandale, c'est monstrueux, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Bah, mais vous le savez bien, vous le savez bien. Qui contrôle la presse aujourd'hui? Eh bien, ils sont là. Ce sont ce qu'on appelle les éditocrates, ceux qui d'ailleurs n'hésitent pas à menacer les journalistes qui font leur travail, à leur mettre des pressions et dans une certaine mesure, à censurer ceux qui voudraient dire la vérité. Vous les reconnaissez, les Christophe Barbier, les Jean-Michel Apathy, les Laurent Geoffrin, les Yves Calvi, les Alain Duhamel, les François-Olivier Gisbert, voilà, que je ne me trompe pas, ce sont tous ces éditocrates qui contrôlent la presse. Et on a bien compris qu'avec des Maurice Safran, des Roger Petit ou des Gilles Legendre, eh bien la presse est littéralement sous contrôle. Donc ils peuvent raconter n'importe quoi à ces macronistes, ils seront toujours soutenus par tous ces journalistes corrompus. On peut prendre encore un exemple bien plus récent, celui du Stade de France. Vous avez un fiasco incroyable. Eh bien, Darmanin nous explique, ben non, il n'y a pas eu d'incident au Stade de France, il y a eu quelques... C'était marginal, attention, hein, si vous dites certaines choses, vous rappelez des choses nauséabondes, nous a-t-il dit sur TF1. Non, non, c'est la faute des Anglais, ce sont ces 40 000 Anglais qui sont arrivés avec des faux billets ou sans billets et qui ont escaladé les grilles. Bref, c'est un mensonge inouï, puisque toutes les vidéos montrent que c'est entièrement faux, et on sait aujourd'hui que ces 40 000 Anglais qui n'auraient pas tiqué, ben, ils ne seraient que 2800. Hein. Donc c'est véritablement quelque chose d'incroyable qu'un ministre puisse dire de telles âneries. À tel point d'ailleurs que quand même certains journalistes, parce que nous sommes en période électorale, et je pense à nos camarades de TV Liberté qui font de la réinformation, nous présentent un Pinocchio Darmanin. Sachez que même à gauche, le journal Libération fait un peu son boulot parce qu'ils soutiennent les NUPS, ils attaquent Darmanin. Donc voilà, non, c'est vraiment quelque chose d'inouï. Mais non, on retrouve la même technique, le déni, le mensonge, et puis on trouve un bouc émissaire, les Anglais, alors qu'ils sont complètement innocents.
On pourrait dire que il y a des journalistes quand même qui expliquent que non, vraiment Darmanin. Bah non, pas du tout. Vous avez par exemple l'ancien rédacteur de France Culture, Brice Couturier, qui n'hésite pas à faire même du complotisme, à nous expliquer que c'est peut-être Vladimir Poutine qui est derrière tout cela. Vous imaginez ces journalistes à tel point où ils en sont de mensonges et ça s'appelle quand même de la corruption. Hein. On ne respecte pas la charte de musique, on doit s'appuyer sur des faits. Et là, c'est du n'importe quoi. Mais bien sûr, celui qui orchestre tout cela, c'est Emmanuel Macron. Vous le savez, c'est notre menteur préféré, celui qui n'a pas non plus beaucoup de déontologie. Face à ce problème des soignants dont je vous ai parlé à un instant, il nous a expliqué donc lors d'un interview que la réintégration des soignants non vaccinés n'était absolument pas une réponse à la crise des urgences. Il nous affirme cela, Emmanuel Macron. Le seul petit ennui, et il est de taille, c'est qu'il y a 15 000 soignants non vaccinés. Or, il manque dans certaines évaluations jusqu'à 30 000. Or, ça serait une réponse. Alors, quand les journalistes le pressent un petit peu, qu'est-ce qu'il répond, Emmanuel Macron, il a une réponse tout à fait étonnante. Il dit que les soignants non vaccinés, puisqu'ils n'acceptent pas le vaccin en tant que soignants, écoutez bien ce qu'il va dire. Non, vous êtes assis. Non, mais parce que moi, j'ai failli tomber à la renverse. Ont des problèmes de déontologie. Voilà. C'est-à-dire que les soignants non vaccinés ont des problèmes de déontologie quand ils ne sont faux, puisqu'ils ne se font pas vacciner. Le mot déontologie dans la bouche de Macron, c'est un peu, je sais pas moi, c'est quelque chose d'inouï. C'est comme le mot je suis honnête dans la bouche d'Al Capone. Je veux dire, il y a des moments où normalement, la honte devrait l'étouffer, Emmanuel Macron. C'est quand même le gars qui est cité dans l'affaire Alstom, dans l'affaire McKinsey, qui a certainement un compte à l'étranger dans un paradis fiscal, j'en ai déjà parlé, où sont passés les millions de Rothschild, qui a menti depuis 5 ans comme un arracheur dedans, qui a organisé un système de mensonges, de manipulation digne de l'Union soviétique et de la Prada, et qui nous parle de déontologie. Vraiment, hein, pour reprendre l'expression d'un de mes followers sur Twitter, les cons ça ose tout, et c'est même à cela qu'on le reconnaît. Mais là, il faudrait que Macron et tous ses sbires devrait faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux journalistes qui ne supportent plus le poids des idéocrates. Ils ne supportent plus le poids de cette mafia. Nous sommes assez nombreux maintenant dans la réinfosphère. Nous disons la vérité. Nous divulguons les choses qui se passent réellement et non pas les narratifs de ce gouvernement. C'est pour cette raison d'ailleurs... je prêche un peu pour ma paroisse, qu'il faut nous soutenir, diffuser ces informations, liker et vous abonner, mais voilà, ça y est, j'ai fait ma petite pub. Mais c'est vraiment très important parce que ces gens-là, on ne peut plus les laisser au pouvoir. Ce n'est pas possible. C'est un immense système de corruption qui a été mis en place par Emmanuel Macron au niveau de la presse. Et l'affaire du Stade de France nous a explosé en plein la figure. En tout cas, c'est encore une bombe qui a explosé macronesque. Et je crois qu'ils ne ressortiront absolument pas indemnes de cette histoire. Là, trop, c'est trop, tout simplement parce que la presse étrangère, elle a fait son travail et elle a montré qu'une partie de la presse française, elle était véritablement corrompue. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vais me répéter un petit peu, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à vous abonner surtout, et puis il faut défendre. Les journalistes de la réinfosphère, c'est vraiment très important. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis.